web-série itinérante, c'est ça. Et c'est un projet qu'on a découvert avec François, je me rappelle, on avait regardé une vidéo qui nous avait hyper marqué, qui est la vidéo de la bergerie, où en fait on découvre un berger dans le 93 qui promène son troupeau de moutons de quartier en quartier et qui du coup l'utilise comme support pédagogique ou de transmission de vecteurs en tout cas avec les enfants du quartier, mais pas que, les familles je pense. Et la vidéo était hyper géniale, hyper inspirante, et du coup depuis on a suivi un peu tout ce que vous faites. Et donc on est enfin content de pouvoir vous avoir avec nous. On vous avait invité il y a 2 ans au festival et puis vous n'aviez pas pu venir. Et donc là, merci d'avoir pu se rendre disponible pour échanger avec nous. Et donc on va parler on va diffuser un film que vous avez fait, un de vos épisodes qui s'appelle Un vaste chantier et qui donc explore un chantier participatif qui a pris une tournure un peu spéciale. Et donc l'épisode nous en parle. Est-ce que tu veux présenter un peu Sideways un peu plus précisément que ce que je viens de faire ? Bonjour à tous. Oui, Sideways, c'est Benoît, moi et un camion bleu, celui que vous voyez là. En fait, on est parti en 2013 sur les routes. Le sous-titre de la série, c'est Enquête d'un autre monde, parce qu'en fait, c'est à la fois une enquête sur un autre monde qui existe, mais aussi une quête personnelle à la base. On travaillait tous les deux de manière plus ou moins classique, on s'intéressait pas mal à toutes les alternatives qui avaient lieu un peu partout. Et on avait envie d'aller voir de plus près. Et donc il y avait aussi beaucoup cette question de et nous, comment est-ce qu'on fait pour changer nos vies, comment est-ce qu'on fait pour avoir un travail qui correspond à nos valeurs, qui nous plaise, qui nous permette d'être heureux et de vivre bien de trouver notre place en fait d'une certaine manière. Et donc on est parti en camion aménagé. Benoît avant avait fait des reportages vidéo en sac à dos, donc en fait le camion aménagé c'était le grand luxe. Et donc on est parti à la base sans trop savoir où on allait. Et l'idée dont on s'est vite rendu compte, c'est que les initiatives les plus inspirantes qu'on rencontre sur les routes, on les trouve pas dans la presse, on les trouve pas sur internet. Quand on allait voir des initiatives sur internet qu'on avait découvert sur internet, on se rendait compte que ce qu'ils disaient, c'était leur rêve, mais que la réalité elle n'était pas pareille. Et qu'en fait, le fait de vivre en camion aménagé nous permettait d'aller de village en village, de rencontrer les gens, parce que comme il est bien décoré, les gens viennent vite nous parler, et c'est super pratique. Et on leur racontait ce qu'on faisait, et là ils nous parlaient des gens qui étaient intéressants dans les environs. Et c'est là qu'on rencontrait des gens qui avaient trouvé leur équilibre, qui ont trouvé une manière de réinventer leur vie ou de construire des choses ensemble, et qui, comme ils ont leur équilibre, ils n'ont pas besoin de communiquer dessus. Allez, pour écouter la synthèse de cette semaine, débattez une dernière fois. Et donc voilà. Et donc ce qui est magique, c'est que tous les épisodes qu'on a réalisés, c'est des rencontres qui se sont faites plus ou moins de manière spontanée sur la route. Je le dis maintenant parce que j'y penserai pas plus tard, mais en fait tout ce qu'on réalise, c'est sous licence Creative Commons, accessible sur internet, réutilisable, diffusable, téléchargeable, on peut en faire ce qu'on veut. Pour avoir le site, au-delà de site-ways.net, il y a des petits flyers là-bas. Donc si après vous voulez regarder d'autres épisodes et tout, n'hésitez pas à prendre un flyer et à aller regarder sur internet les autres épisodes. Super, et je vous propose qu'on lance l'épisode et qu'on en discute après tous ensemble. Une première question que j'avais envie de te poser, peut-être pour lancer la discussion, mais j'imagine que vous en avez plein. En tout cas, moi j'en ai plusieurs. Et il y a une phrase que j'ai adorée, enfin il y en a plein de phrases que j'ai adorées dans cet épisode, mais il y en a une qui m'a marqué particulièrement et que j'ai notée, c'est on est assez nombreux pour ne faire que des trucs qu'on aime bien faire. Et j'adore parce que c'est important dans un collectif de trouver sa place, chacun. Et je sais, sinon le collectif explose, en tout cas on se sent pas bien. Et là on a vraiment l'impression que chacun se sent bien. C'est-à-dire que chacun, personnellement, arrive à trouver sa place dans ce collectif. Moi, j'ai envie de te poser la question, combien de temps vous avez passé là-bas? Combien de temps vous aviez prévu de passer là-bas? Combien de temps vous y avez passé réellement? Qu'est-ce que vous y avez fait? Et quelle place personnelle vous avez trouvé, ou peut-être toi individuellement, dans ce projet? Déjà, donc on a tourné cet épisode, ça fait déjà pas mal de temps qu'on était sur la route. Et des projets collectifs, on en avait vu plein. Et les retours à chaque fois qu'on allait dans les projets collectifs, franchement c'est génial, mais c'est pas facile.
Et ce qui fait que la première fois, quand on arrivait à Champ-Romain, donc à Champ-Romain, à côté de Nontron en Dordogne, au collectivité habitataire, on a été impressionné par le fait qu'on a l'impression que tout le monde était vraiment super, se sentait super bien, hein, et qu'il y avait vraiment des retours de personnes qui avaient vécu en collectif et qui trouvaient qu'ici, ils trouvaient vraiment leur place, qu'il n'y avait pas de leader, qu'il y avait plein d'outils qui avaient été mis en place pour que voilà, tout le monde puisse prendre la parole, même les gens causent pas, etc. Et donc en fait, on a découvert le projet en janvier. Et on a fait le tournage au début du mois de juin, donc on y est resté 8 jours, et ça a été intéressant cet épisode parce qu'au-delà de faire justement un épisode sur un collectif, c'était un épisode qu'on a réalisé de manière collective avec un autre réalisateur qui voulait travailler avec nous, avec une jeune fille qui était en stage de réalisation et donc qui est venue avec nous, et la compagne du réalisateur qui fait des aquarelles, qui nous a aidé à travailler sur le magazine. Et donc c'était super intéressant aussi d'avoir les points de vue de tout le monde sur le tournage. On y est resté 8 jours parce que de toute façon on avait des projections après, donc on ne pouvait pas rester plus longtemps. Et nous pour le coup, donc ça faisait quelques années, et d'une certaine manière, ce qu'on voyait, on trouvait ça vraiment chouette, mais comme on avait déjà vu plein d'autres choses chouettes, on n'était pas aussi enthousiasmés que Chloé et Vivien et Anaïs qui eux arrivaient de la ville et découvraient ça et se disaient mais j'ai trop envie de venir vivre ici, quoi, c'est génial. Et je pense qu'il y a aussi, il y a quelque chose qui joue énormément dans ce chantier participatif, c'est que on le voit au début, c'est des gens qui avaient une vie entre guillemets classique et qui sont venus pour un chantier participatif parce qu'ils s'intéressaient aux maisons hors-chute et qui se sont dit tiens, ce serait bien d'apprendre des trucs, et qui ont découvert la vie collective. Et au final, après le chantier participatif, ils sont rentrés chez eux, ils ont tout claqué, ils sont venus vivre ici. Et c'est ça qui est magique, et justement c'est l'une des caractéristiques de ce projet, c'est qu'en fait c'est un projet de néo-gens qui découvrent la vie alternative, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, ça a un impact sur plein de points du projet en fait. Ouais, c'est que c'était pas des personnes spécialement alternatives, ou en tout cas qui baignaient pas dans ce milieu-là au quotidien avant, quoi. C'est ça, totalement. Est-ce que ça vous donne envie de réagir, ou des questions qui sont venues pendant le film? Pas répondu à ta place dans le projet. Ah oui, c'est vrai, t'as pas répondu complètement. Oui, je dois avouer que pour le coup, Benoît et moi, on a pris notre place de réalisateur qui filmait le projet. On n'a pas participé aux constructions, on a surtout beaucoup discuté avec les gens pour comprendre ce qu'ils voulaient faire. Donc, je peux pas dire que j'ai participé à ce projet, je le ressens pas de cette manière-là. Tu as participé quand même à la vie sur place. Ah ben on était avec eux pendant 8 jours non-stop, oui. D'ailleurs, il y a l'une des personnes qui est devenue une super bonne amie qu'on revoit tout le temps sur la rue. Savoir si le projet là-bas, s'il y a toujours des gens qui sont là-bas, faire des trucs, ou si c'est parti sketché. Je veux bien répondre à cette question et je veux bien y répondre pas tout de suite. Ouais. Donc j'y répondrai, t'inquiète pas, c'est sûr. Par contre, moi ça m'intéresse de savoir, vous quand vous y êtes allé, ce film-là il a été tourné, ça faisait combien de temps que le chantier était Ça faisait 1 an et demi que le chantier était en route. D'accord. Donc ça faisait 1 an et demi que les gens, au fur et à mesure, étaient venus, mais grosso modo, le chantier avait commencé en mars. Grosso modo, la grande majorité des gens étaient arrivés pendant l'été, donc en août, ils ont commencé à dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de monde en plus qui vienne parce que ça commençait à faire beaucoup. Donc ça faisait au moins 1 an qu'ils vivaient ensemble, tous ensemble. Et en fait, dans leur façon de vivre, ils avaient des espaces communs, mais si j'ai bien compris, ils avaient quand même des espaces privatifs chacun aussi, quoi. Donc, ça dépend desquels. En fait, parmi le deal, quand on venait vivre ici, c'est que si tu avais une tente, une caravane, une yourte, un truc que tu voulais poser sur le terrain, tu pouvais poser et puis tu vivais ta vie, etc. Si tu n'avais pas cet espace-là, tu pouvais louer une chambre dans la maison commune, c'était 20 € par mois. Et voilà, donc les gens s'organisaient comme ils le préféraient, quoi. Juste pour savoir, parce que il me semble que c'est un peu...
intellectuelle, il y a la harpe, il y a... Est-ce qu'il y avait des ouvriers, est-ce qu'il y avait des chômeurs dans le groupe? Et au début du reportage, on voit quand même beaucoup de pneus, donc pour l'écologie, je ne sais pas si... Mais bon, est-ce qu'il y a un grand brassage, juste? Alors, la question du brassage, des ouvriers, oui, parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui bossaient dans le bâtiment qui étaient intéressés par la construction hors-chip. Donc, parmi les personnes, il y a des charpentiers, des maîtres d'ouvrage qui bossaient avant dans le bâtiment, etc. Après, très clairement, ça reste quelque chose d'assez blanc et ça, comme beaucoup d'endroits et peut-être ici aussi aujourd'hui. Le brassage social n'est pas la spécificité principale de cet épisode-là. Après, on a d'autres épisodes qui parlent de projets un peu plus sociaux, justement, celui de la bergerie notamment. À chacun, il y a plein de choses différentes. Concernant les pneus, c'est une critique qui est souvent faite. Le concept des maisons hors-chip, c'est un concept qui a été créé par un architecte américain qui s'appelle Michael Reynolds. En fait, les pneus, c'est quelque chose qu'on ne sait pas recycler. C'est quelque chose, en gros, la seule chose qu'on puisse faire avec, c'est les foutre dans la terre. Parce qu'un pneu qui reste au soleil émane des substances nocives. Et donc, la seule chose qu'on fasse, c'est le mettre dans la terre pour qu'il soit en dehors de l'air, de manière à ce qu'il arrête de se décomposer et de projeter toutes ces choses-là dans la nature. Et donc, Michael Reynolds, son truc, c'est quitte à mettre les pneus dans la terre, autant que ce soit dans les murs d'une maison, parce qu'au moins, ça a une utilité. Donc, le principe du pneu, c'est qu'une fois qu'il est recouvert de terre, ce qui n'était pas là parce que la maison n'était pas finie, mais à la fin de la maison, tout est vraiment hors air au niveau des pneus. C'est justement penser que c'est une matière qui a profusion, qu'on ne sait pas quoi en faire, donc l'utiliser pour les mettre à l'intérieur des pneus des murs de la maison, c'est une manière de l'utiliser, que ça ait une utilité et que ce soit pas nocif. Normalement, c'est pas nocif pour les gens qui y habitent. Après, j'ai entendu souvent des gens dire moi j'ai pas envie de vivre dans une maison en pneus, chacun ses avis quoi. Effectivement, on pourrait se poser la question des composés organiques volatiles qui sont diffusés par les pneus. Mais donc, est-ce que la terre suffit vraiment à empêcher cette diffusion-là et garder un air relativement sain à l'intérieur? Non, pas spécialement. Après, je suis pas une spécialiste de la question. Je dois avouer que moi, le seul truc qu'on m'a dit, c'est qu'à partir du moment où ça touchait pas l'air, il n'y avait pas de questions spécifiques. C'est une question qu'on m'a souvent posée et je dois avouer que personnellement, moi, ça me suffit comme réponse. Et comme de toute façon, j'ai pas l'intention personnellement de construire un chip. Je n'ai pas été plus loin. En fait, la question des fondations, elle est vraiment très importante et c'est chouette de la poser, merci, parce que je n'osais pas la poser. Et du coup, en fait, quand on veut faire un système de maison comme ça, semi-enterré, qui donc va bénéficier d'une inertie constante, c'est vachement agréable parce que du coup, une fois qu'elle est chauffée, on garde la température le plus longtemps possible, agréable, et elle est lissée, il n'y a pas de pic, comme ça, de chaleur ou de froid. Et donc du coup, si vous n'avez pas les pneus, vous faites du béton. Et le béton, du coup, ça veut dire une énorme industrie, une exploitation des ressources, notamment du sable, et en fait, un truc qu'on ne sait pas trop quoi en faire après. Donc là, il y a déjà des déchets, comme tu dis, d'une quantité phénoménale, et ça me paraît une très très bonne utilisation. Et soit dit en passant, on saurait faire des pneus qui ne s'usent pas, c'est juste que ça rapporte pas de thunes, donc on fait des pneus qui s'usent. Donc peut-être qu'un jour, on aura une coopérative qui fera des pneus qui ne s'usent pas. Et que ce sera une bonne nouvelle de ne plus pouvoir faire des hors-chip avec des pneus. Voilà, par rapport à la pollution. Il y avait aussi la question de la pollution et des COV, et en effet, ça c'est un gros problème dans les habitats. Énormément de choses, mais déjà dans notre comportement de citoyen, on a bien sûr les produits ménagers, et ils apportent déjà énormément de CO2. Donc bien sûr, pensez à ventiler vos maisons régulièrement, mais là c'est vrai que le jeu de la terre, donc je suppose qu'il va y avoir un enduit en terre assez conséquent de 4 à 8 cm, et là on a une super régulation déjà, et c'est un super voile, déjà c'est un super frein vapeur qui évite beaucoup, et qui en même temps permet de faire une régulation limitée dans la maison. Donc cette alliance entre la terre et le pneu permet de bien répondre à la question de la pollution. Mais la première chose, c'est les chats, les cigarettes, nos machines à laver, nos produits vaisselle, nos tapis, nos moquettes, nos canapés, tout ça. Là, c'est ça le pire dans la maison.
Mister, une question par conférence. Plusieurs questions par conférence. Non mais déjà merci parce que en fait c'est ce genre de vidéo moi qui m'a donné le déclic pour aller faire des chantiers participatifs et je trouve qu'elle est formidable pour montrer en fait l'énergie qui se dégage dans ce genre de chantiers participatifs et donc ouais là on fait un tour de France où on passe de chantier en chantier participatif et c'est vraiment de belles expériences que je recommande à qui veut. Mais là maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il en est en fait parce que donc comme je t'ai dit nous on a été à la commune imaginée du Bandia, enfin dans ce coin de la Dordogne, on a entendu parler de l'archive de Manal, on l'a appelé mais on n'a pas pu aller la visiter. Qu'est-ce qu'il en est du collectif et est-ce qu'on peut aller la visiter, enfin, où est-ce qu'ils en sont en fait à l'association Agroplater. Il y a deux choses avant de répondre à cette question qu'on m'a déjà posée, j'ai dit tout à l'heure que j'allais y répondre juste après. Il y a quelques petites choses dont j'aimerais parler. Déjà, c'est pourquoi est-ce que le collectif marche et comme ça pourra amener à qu'est-ce qui est devenu le collectif aujourd'hui. Parce que je pense que les deux sont assez liés. Pour ça, j'aimerais juste commencer par te présenter vite fait. Ouais, bah, si tu veux, tu peux. Ouais. Si tu veux cliquer sur. Ça, c'est donc. Je disais tout à l'heure que les épisodes Sidewest, c'est à chaque fois une vidéo, un article multimédia sur Internet. Et pour nous, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, en fait, enfin important, qui est les deux, parce que c'est hyper complémentaire. Les vidéos sont courtes parce que c'est une diffusion sur Internet. Parce que quand on fait des projections, on trouve ça cool d'avoir un épisode de discuter, etc. Mais au final, il y a plein de choses à dire sur chacun des épisodes et c'est pour ça qu'à chaque fois, on a un article. Donc tu peux tourner un petit peu, où au début, ben voilà, il y a la vidéo et après, quand on tourne, il y a du texte. Donc d'habitude, c'est des photos sur cet épisode, comme je disais tout à l'heure. C'est une aquarelliste qui a fait les images derrière. Et en fait, quand on est sur Internet, quand on regarde les épisodes, ça permet d'avoir une vision vachement plus large et un contexte vachement plus large pour répondre à plein de questions qu'on se pose en regardant la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'aurai pas le temps de dire tout ce qu'il y a là-dedans parce qu'au final, il y a au moins une demi-heure de lecture. C'est pour ça qu'on les fait jolis et tout, c'est qu'on se rend pas compte qu'on lit vachement de texte en fait. Et à chaque fois, donc, on essaie d'avoir deux angles différents, un sur la vidéo et un sur le magazine. Et sur celui-là particulièrement, on a justement voulu montrer sur la vidéo à quel point, montrer l'énergie que ça dégage de vivre en collectif. Et la question sur le magazine, c'était pourquoi est-ce que ça marche en fait? Parce que c'est bien mignon, il y a plein de collectifs qui galèrent tout le temps, même si c'est hyper intéressant et riche de vivre en collectif. Et en fait, la raison de pourquoi est-ce que ce collectif fonctionne, en fait, quand on y a été, on a essayé de comprendre un petit peu ce qui faisait ça, et il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Déjà, avant même le début du chantier participatif, il y avait Manal qui avait fait des cours à la Scope Le Pavé, qui est une coopérative d'éducation populaire, et qui avait mis en place dès le début, dès la première semaine du chantier, une semaine de rencontres où les gens ont appris à se connaître avec des petits jeux de petites histoires, grandes histoires, comment est-ce qu'on apprend à se raconter nos vies sans forcer les gens à quoi que ce soit, mais à créer une communauté, une cohésion. La mise en place d'éléments de réunion avec des je prends, je laisse, de manière à ne pas couper la parole aux gens, de permettre à tout le monde de s'exprimer, et ces outils d'éducation populaire et d'outils de vie collective qui ont été mis en place dès le début, déjà on joue un rôle qui est très important. Après, il y a aussi le fait que comme je disais tout à l'heure, c'est des gens qui découvraient la vie alternative et donc qui étaient vachement dans une posture de waouh, je découvre quelque chose, je me remets vachement en question, je me pose plein de questions sur moi, je réfléchis au rapport que j'ai avec les gens et cette capacité de se remettre en question en permanence, c'est quelque chose qu'on peut avoir selon moi sur un temps qui est relativement court. On ne peut pas faire ça tout le temps, au bout d'un moment on choisit ce qu'on fait, on y va. Il y a un autre point qui jouait, c'est le fait, par exemple, donc on l'entend dans la vidéo, à un moment, il y a quelqu'un qui dit ici on vit avec 120 € par mois. Donc en fait, les 120 € ils correspondent à 30 € de nourriture par personne, parce que le fait d'être 30 et de faire tout en collectif fait que les besoins sont vachement réduits. Ce qui fait que pour vivre sur place, eau, chauffage, plus nourriture, c'est 30 € par semaine. 30 € par semaine, c'est 120 € par mois, plus 20 € pour ceux qui vivent dans les maisons communes. Et 120 à 140 € par mois, ça se trouve trop difficilement. Et le principe, c'est que quand on vient et qu'on paye l'équivalent de ce qui est dépensé pour notre truc personnel,
C'est pas comme un woofing où on travaille tendeur en échange de... Si tu as envie de venir vivre ici, tu n'es pas obligé de travailler sur le chantier en fait. Tu peux venir vivre ici pour payer tes 120 € et tu fais ce que tu veux de ta vie. Et ce qui est ce qui évite d'avoir des conflits interpersonnels de ah oui mais moi je bosse plus que ça, oui mais toi tu fais pas ça. Ce qui permet aussi aux gens de se dire ah ouais non mais là j'en peux plus du collectif, j'ai envie de me caler chez moi pendant une semaine pour prendre du recul, pour réfléchir, bah tu peux le faire. Ouais mais en fait j'ai envie d'apprendre à faire de la couture et là-bas il y a un petit atelier, là j'y vais. Et ce qui fait qu'en fait on s'est rendu compte très vite que les gens qui étaient sur place, au début ils sont vachement portés sur le projet, sur le chantier, ils travaillaient tous au final au chantier collectif parce que c'est aussi pour ça qu'ils étaient venus. Et ils prenaient aussi du temps pour eux, pour réfléchir sur leur vie, sur ce qu'ils avaient envie de faire de leur vie et réfléchir à où est-ce que j'ai envie d'aller après le chantier. Parce qu'encore un autre point qui joue, désolé je parle beaucoup, c'est que le chantier il avait une date limite, c'est-à-dire que les gens savaient quand ils arrivaient que le chantier avait une fin et qu'à la fin du chantier il avait été convenu dès le début avec le maire qu'il n'y aurait plus de caravane, il n'y aurait plus de yourte, il n'y aurait plus de tout ça sur place et que si les gens avaient envie de continuer à vivre ensemble, il faudrait qu'ils trouvent un autre endroit et qu'ils créent un projet collectif ailleurs. Et ce fait de savoir qu'il y a une deadline, c'est aussi que quand il y a des tensions entre un tel et un tel, on sait qu'on ne va pas vivre toute notre vie ensemble. C'est pas comme quand on s'installe en collectif tous ensemble et qu'on se dit bon on est là pour les 30 prochaines années, alors il va falloir qu'on s'entende bien et donc s'il y a un conflit on essaie de le résoudre maintenant. Là ça permet d'être aussi plus léger sur la vie collective et de moins se prendre la tête. Voilà, je crois que déjà ça fait pas mal et en fait en racontant tout ça, on voit que au final ce chantier c'est un tremplin pour les gens qui sont passés parce qu'ils ont pris le temps de savoir ce qu'ils voulaient faire et très vite en fait il y en a qui ont commencé à se dire ah bah tiens cet hiver là je vais essayer de monter ma mini entreprise pour faire des massages, pour fabriquer tel truc, ah bah tiens moi j'ai envie d'aller raménager un camion pour partir faire le tour du monde avec mon copain, ah bah tiens moi j'ai envie de devenir maraîchère ou de faire de l'apiculture et ce qui fait qu'il y a eu aussi cette émulsion où tout le monde s'entraînait à faire des choses. Il y avait un projet collectif de reprendre le bar du village pour faire un café associatif, quelqu'un qui voulait rouvrir l'école du village pour faire une école alternative, etc. Tout ça pour en revenir à la question que vous m'avez posée. En fait, on a tourné en 2016. En 2018, on y est retourné. Et en fait, le collectif en tant que tel n'existait plus. Il n'existait plus pas que pour les raisons que j'ai dites, mais aussi parce qu'il y a plein de conflits interpersonnels qui sont mis en place. En fait, l'hiver, le chantier, il était mis en hivernage, et ce qui était normal, sauf qu'au printemps suivant, il y a eu un problème technique, c'est que les personnes qui devaient apporter la trésorerie n'apportaient pas la trésorerie, ce qui fait qu'ils n'avaient pas le matériel pour pouvoir continuer le chantier. Donc déjà, ça a reculé la reprise du chantier, c'est-à-dire que pendant 6 mois, il ne s'est rien passé. Au moment où le chantier pouvait reprendre, il y a Michael Reynolds, donc l'architecte américain de Taos au Nouveau-Mexique, qui a eu un contrat pour fabriquer un Earthship à 30 km de Champ-Romain. C'est-à-dire qu'il y a un Earthship en France qui a été créé par Michael Reynolds, c'était l'année où le chantier devait reprendre à 30 km du chantier de Earthship. Et ce qui fait que tout le monde allait bosser là-bas. Et ce qui fait qu'au final, on s'est retrouvé avec une période de 8 mois où le chantier n'a pas repris, et le chantier était quand même quelque chose de fondamental qui reliait les gens, travailler ensemble, suer ensemble, ça jouait, et ça a été aussi 8 mois où les gens ils sont partis sur leur truc, et qui fait qu'en fait le collectif, 1 an plus tard, il n'existait plus. Il n'existait plus, mais je me rends compte que c'est super long ce que je dis, mais j'espère que ça vous intéresse. C'est passionnant, tu peux continuer, c'est bon. Et en fait, le truc qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte que quasiment la grande majorité des gens qui sont arrivés ici pour le chantier, au final, il y en a certains qui se sont pris des colocs ici ou là, et en fait, ils se sont tous plus ou moins installés dans la région. Ils ont loué un hangar industriel pour créer un café associatif où il y a un atelier de construction de tiny house, un atelier mécanique, une salle de répétition de concert, et en gros ils se sont créés un gros lieu collectif qui gère collectivement et où ils font plein d'événements, et ils sont mixés aussi avec la vie alternative locale, ce qui fait qu'il y en a qui étaient très potes qui sont restés ensemble, il y en a d'autres qui sont retrouvés dans un réseau, il y en a d'autres qui sont partis, mais au final, voilà,
Le truc, c'est que pour moi, vraiment, ce chantier, ça a été un tremplin qui a permis de créer quelque chose de dynamique dans la région et qui est super intéressant. Est-ce que pour certains, ça a quand même été vécu comme un échec, cette partie, du coup, Mésentente, parce qu'il y a quand même eu une dimension un peu compliquée de gestion de vie collective, si j'entends bien, même s'il y a eu plein d'autres facteurs qui ont aggravé ça. Comment ça a été vécu, ça, par les participants et par le meneur du projet aussi? Je vais pas mentir, ça a été dur. Ouais. Ça a été dur et quand on y est retourné 2 ans plus tard, il y a des tensions qui sont pas qui n'ont pas disparu, quoi. Les 2 meilleurs potes de base qui avaient créé le collectif et le Habitataire, ils sont brouillés à donf. Donc la maison Manal l'a fini en fait avec des ouvriers, mais en ne reprenant pas les chantiers collectifs. Donc la maison Archip, il est possible d'aller visiter. Normalement, dans ce cas-là, en fait, le mieux c'est de contacter Manal directement et pas l'association Habitataire parce qu'ils sont plus vraiment en lien. Et je sais qu'il y a des personnes qui l'ont vraiment mal vécu et qui ont un côté un peu négatif. Et en fait, ça leur a fait plaisir que nous, on leur montre l'épisode après que le collectif explosait d'une certaine manière, parce que justement, ça leur remettait en tête tous ces moments géniaux qu'ils ont vécu et que ça, en fait, on ne peut pas l'enlever. Et cet épisode, on l'a projeté dans d'autres endroits où il y a des gens qui avaient vécu en collectif et je me souviens qu'une des réactions d'une personne c'était non mais arrêtez de la gueule du monde, un collectif c'est pas comme ça, quoi. Et après on en a discuté avec lui et en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partent vivre en collectif, qui vivent des choses géniales et qui après ont un peu quelque chose qui reste en travers de la gorge parce qu'ils ont vécu des choses qui sont très dures. Et c'est un fait, et en même temps, quand on regarde a posteriori, on se rend compte que toutes les personnes qui ont vécu ces choses-là, elles ont aussi appris énormément de choses et qu'elles ne seraient plus pas les mêmes personnes si elles n'avaient pas vécu ça. Donc il y a le côté positif et le côté négatif, et les deux sont peut-être indissociables, je sais pas. Est-ce que ça vous amène des nouvelles questions ? On va encore donner 5 petites minutes, mais il va falloir après switcher sur la dernière intervention de la journée. Je réponds plus en tout. Vous l'avez peut-être dit, mais en fait, le lieu là, c'est quoi finalement? C'est la destination de ce bâtiment, ça a l'air d'être très grand. Et c'est quoi en fait? C'est une maison individuelle? J'ai pas bien compris. Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est très mal expliqué dans le film. En fait, à la base, c'est l'association Habitataire qui voulait promouvoir le concept d'Earthship en France. Il y avait d'Earthship qui existait déjà, mais elles n'étaient pas légales sur tous les points de vue. Et donc là, ils ont vraiment créé un Earthship qui... Enfin voilà, ils ont tous les documents pour prouver qu'on peut construire des Earthship en France. Ils ont été jusqu'à l'architecte de France, etc. Et leur objectif, c'était de construire un Earthship pour promouvoir le concept en France, donc par l'association Habitataire. Et la problématique, c'est qu'ils ne trouvaient pas de financement. Quand ils cherchaient des financements, on leur en donnait pour aller en construire au Sénégal, en Tunisie, en Turquie, mais pas en France parce que c'est un truc pour les pays du tiers-monde, quoi. Et ce qui fait que comme ils ne trouvaient pas de financement et qu'ils ont cherché pendant pas mal de temps, au final, c'est les parents de Manal, donc l'un des 2 initiateurs du projet, qui ont dit nous, on a besoin d'une maison pour notre retraite. Si vous voulez, vous construisez la maison de notre retraite. Pendant 10 ans, c'est Habitataire qui l'utilise pour être une maison témoin pour promouvoir leur chip, et après, c'est notre maison. Et donc voilà, donc, l'objectif à terme, c'est que ce soit une maison individuelle particulière, mais en ayant cette utilité de promotion. J'ai une autre question, c'est il y a combien de personnes qui voient vos vidéos en moyenne en gros, pour se rendre compte, parce que c'est intéressant et pour savoir si c'est le nombre de vues, quoi. Ouais, je suis plus très au fait parce que en fait donc la série documentaire on l'a faite pendant 6 ans, de 2013 à 2019. Là on fait plus de nouveaux épisodes, on se consacre juste à la diffusion, mais on diffusait donc les épisodes au fur et à mesure. C'est assez variable, je pense que la vidéo la moins vue elle doit avoir 20 000 vues, en moyenne on est autour de 40-50 000 vues. Avec un pic extraordinaire sur une vidéo qui a 1 million de vues. C'est... Non, c'est le boulanger. La bergerie, elle doit être à près de 100 000 vues. Elle a bien marché aussi. Mais en tout cas, ouais,
En tout cas, nous, notre modèle... Non, mais je voulais juste dire que celle du boulanger est tellement géniale qu'en fait je t'ai même pas prévenu, mais on l'a diffusé vendredi soir à grande conférence sur la grande scène et ça a hyper bien illustré le sujet du travail, de l'emploi, de notre façon de le voir, et donc bah t'as 300 personnes en plus qui l'ont vu. Et ouais, ça me permet de revenir juste sur le fait que nos vidéos elles sont en libre accès. Et qu'en fait pour moi c'est quelque chose qui est hyper important et que j'ai envie de dire, enfin là j'ai remarqué sur les présentations précédentes que tout le monde était plus ou moins sur Imago TV, donc c'est cool, ça veut dire qu'elles sont en libre accès sur internet, mais pour moi c'est quelque chose d'hyper important. Enfin nous, notre vecteur fondamental ça a été de faire une diffusion en libre accès sur internet et d'être pris par des médias en ligne. Et ce qui en fait permettait que les gens nous contactent pour qu'après on aille faire des projections et que tout notre modèle économique repose sur le fait que nos vidéos soient vues en dehors de notre présence et que notre présence rajoute une plus-value, ce qui nous permet après de bouger un petit peu partout pour faire des projections. Avec le camion, on a une caravane mini-cinéma aussi qui nous permet d'aller dans des festivals d'art de rue, dans des festivals militants, de présenter nos vidéos un petit peu partout. Et aussi le modèle économique qui est basé sur la participation libre. Une participation libre, c'est les gens peuvent donner de l'argent, mais peuvent aussi apporter plein d'autres choses. Et pour nous, c'est fondamental. C'est-à-dire que les gens peuvent nous soutenir en compétences. Il y a des gens qui traduisent nos épisodes. Tout notre site et nos épisodes sont traduits en anglais, en espagnol, en allemand et en partie en italien. Et tout ça, ça a été juste par du travail bénévole de gens qui ont voulu soutenir la série. Il y a des gens qui animent les projections quand nous on ne peut pas se déplacer, qu'il y a quelqu'un qui habite dans la ville et qui a envie d'animer les projections, c'est possible. C'est possible de relire les épisodes avant publication. Enfin, il y a toute une liste de choses et pour nous c'est hyper important de prendre en considération que c'est pas que l'argent qui fait le don, c'est l'échange entre nous. Et donc si vous avez envie de projeter des épisodes où que ce soit, n'hésitez pas. Là-bas sur la table il y a les flyers avec le site, il y a quelques infos. Si vous voulez recevoir la lettre d'info, vous pouvez noter votre mail. Il y a des DVD qui sont à prix libre et voilà. Je crois que c'est tout. J'espère que vous avez aussi. J'ai envie de remercier le Festival des Virées Alternatives et les magasins de l'énergie d'avoir organisé tout ça. Et ben merci à toi en tout cas, un grand bravo. Tu fais un super travail vraiment de qualité, ça fait bien à voir et donc je vous invite tous à aller voir les autres vidéos qui sont disponibles en ligne. Et on est déçus que vous en fassiez pas d'autres, mais bon, vous avez sans doute plein de nouveaux projets dans vos sacoches, donc merci pour tout. Et puis, à bientôt. À bientôt.